Dans la presse, avec Hélène Frade, de retour ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment, il y a cette onde de choc mondiale, bien sûr, provoquée par l'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis. Nicolás Maduro qui doit donc comparaître aujourd'hui devant la justice de New York. Ouais, désormais aux commandes d'Elcy Rodriguez, que vous voyez ici au centre de l'image, tente d'organiser la continuité du pouvoir et surtout peut-être d'apaiser les esprits, en particulier à Washington. Citée par le média officiel Venezuela News, la présidente par intérim assure considérer, je la cite, comme prioritaire l'instauration de relations internationales équilibrées et respectueuses avec les États-Unis. Un ton nettement plus conciliant que celui de la presse nationale officielle, notamment d'El Nacional, qui compare, Damien, la situation actuelle du Venezuela à celle de la France de 1940, lorsque le général de Gaulle avait appelé à la résistance face à l'occupant nazi. Les médias d'opposition vénézuéliens, dont Tal Cual, relaient l'appel du candidat à la présidentielle de 2024, Edmundo González Urrutia, qui parle de ces événements comme un tournant dans l'histoire récente du Venezuela et appelle donc à libérer tous les opposants politiques qu'il présente comme les otages du régime. L'enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, majoritairement condamné du côté de l'Amérique latine. Du côté de la Colombie voisine, du président de gauche, Gustavo Petro, prévenu, on s'en souvient, par Trump de prendre garde à ses fesses. Et les spectateurs soutiennent que le président des États-Unis n'est pas le sauveur du Venezuela, même si le journal dit comprendre l'aspiration du peuple du Venezuela à la liberté, à la démocratie, à un avenir meilleur. Au Brésil de Lula, autre président de gauche élu démocratiquement, Folha de São Paulo estime même que l'intervention américaine au Venezuela, vous le voyez, ressemble beaucoup au désastre de la guerre en Irak. Mais les mots les plus durs, évidemment, en Amérique latine, viennent de Cuba, notamment de Granma, qui rend hommage aux combattants cubains morts en tentant de défendre Maduro et qui dénonce la lâche agression contre une nation sœur. Et la sidération s'étend bien au-delà du continent américain. Et ici en France, Le Figaro parle d'une onde de choc mondiale provoquée par le message fracassant, je cite, de Donald Trump. Une action qui est largement dénoncée par la presse occidentale, à l'image du Soir en Belgique, qui voit Trump imposer au monde, je cite, l'impérialisme self-service le plus cynique. Là encore, la presse, c'est souvent un ton en dessous des gouvernements, des réactions notamment en France, où les déclarations d'Emmanuel Macron sont jugées extrêmement timorées, en particulier à gauche, où Mediapart parle, vous le voyez, d'une faute morale et historique de la part du président français et dénonce la rhétorique de paillasson des Européens. Et cette colère est partagée bien au-delà de l'Europe, au Proche-Orient, où le quotidien libanais L'Orient le Jour accuse l'ancien magnat de l'immobilier Donald Trump d'être tout simplement le promoteur du chaos. Et la presse américaine dans tout ça, Hélène ? Pour le moins sceptique. Dans l'ensemble, la presse américaine s'interroge surtout sur l'après-Maduro et en particulier sur la stratégie de Delcy Rodriguez, obligé d'apaiser les électeurs qui abhorrent l'ingérence américaine, de consolider son pouvoir tout en répondant aux exigences de Washington, selon le New York Times. Rare quotidien américain à avoir applaudi l'arrestation audacieuse, je cite, du président Maduro. Le Wall Street Journal s'inquiète à présent de voir le Venezuela dirigé par un Maduro bis, une socialiste intransigeante connue pour ses liens avec les services de renseignement cubains. Dans un entretien avec The Atlantic, le site américain The Atlantic, le président Trump martèle que la nouvelle dirigeante du Venezuela n'a qu'à bien se tenir, sinon 3 points de suspension. Et il tourne d'ailleurs ses regards vers ailleurs, déjà vers le Groenland, dont il clame avoir besoin, je le cite, du point de vue de la sécurité nationale américaine. Oui, Donald Trump qui fait aussi pression, Hélène, sur le régime iranien, qu'il a menacé hier de frapper très durement si les autorités tuent de nouveau des civils. Alors que la contestation se poursuit, la presse officielle minimise, comme à son habitude, le mouvement, une colère plutôt qu'une autre. Si Tehran Times mentionne rapidement que la police iranienne procède à des arrestations ciblées d'émeutiers, le journal préfère, vous le voyez, consacrer ses gros titres à la colère mondiale déclenchée par l'enlèvement du président Maduro par les États-Unis. L'Orient le Jour explique que la pudeur du régime iranien
bien concernant ses affaires internes et aussi son intérêt pour ce qui se passe au Venezuela, par le fait que le message de Trump, eh bien, il s'adresse aussi à l'Iran, précisément, et au Hezbollah. D'après le quotidien, le timing de l'opération de Caracas n'aurait d'ailleurs pas été choisi au hasard, car elle a été menée à la date anniversaire de l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, il y a 6 ans maintenant. L'Orient le Jour assure que l'opération Trump ouvrira d'ailleurs l'appétit du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour une action similaire en Iran dans les semaines à venir. The Times, le quotidien britannique, affirme même qu'une solution de repli a déjà été prévue, élaborée pour Ali Khamenei. Le quotidien britannique fait état d'un rapport des services de renseignement selon lequel le guide suprême de la Révolution aurait prévu de se réfugier en Russie, à l'image de l'ancien dictateur syrien Bachar al-Assad, aujourd'hui exilé à Moscou. La Syrie, Hélène, où des avions britanniques et français ont mené samedi des frappes conjointes contre une installation du groupe État islamique. The Guardian précise que ces frappes ont ciblé des tunnels d'accès à un site souterrain dans une région montagneuse du centre de la Syrie, servant probablement à stocker des armes et des explosifs. Toujours à la rubrique actualité française, l'entrée en fonction aujourd'hui même du parquet national anti-criminalité organisée, le PNACO, dont la mission sera de gérer certains dossiers liés au trafic de stupéfiants. La Croix présente sa mise en place comme la manifestation affichée, de la volonté affichée, en tout cas de la France, de changer de braquet en matière de lutte contre le narcotrafic. Puisqu'on est du côté du journal La Croix, le journal revient aussi sur le Dry January, le mois de janvier sans alcool. À cette occasion, le quotidien s'est rendu à une réunion des alcooliques anonymes, un mouvement d'entraide qui tente d'aider les malades alcooliques à vaincre leur addiction à l'alcool, un jour, 24 heures à la fois. Le quotidien qui a donc assisté à une de ces réunions raconte avoir rencontré des hommes et des femmes de tous âges, de tous profils, des personnes à peine sorties de l'adolescence, d'autres pas mal éprouvées, mais qui partagent tous et toutes la même angoisse, la même solitude, la même honte et les mêmes questionnements. Dans un pays, on le rappelle, l'alcool reste associé à la convivialité et à la fête. Ouais.